Oh. Antoine? Ouais. Et t'es où? Je sais pas, attends, il y a de la lumière là, j'arrive. Oh. J'ai pas vu David depuis 2-3 jours, il est parti dans les galeries sud-est. Au niveau des jeux d'ambiance, j'espère qu'il reviendra. On sait jamais, hein. Un coup de grisou. Moi aussi, mais j'ai besoin d'Alice là. Alice, t'es où? Oui, j'arrive. J'arrive. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Alex. Salut. Alors grosse vidéo, on vous l'a déjà dit la semaine dernière, nous approchons des fêtes de fin d'année, on approche de Noël, donc les sorties s'accélèrent de plus en plus de manière exponentielle. Alors là, cette semaine, c'est monstrueux, on a énormément de jeux à vous montrer. Regardez, le timecode, il est absolument immense. Et donc, on va peut-être un peu moins rentrer dans les détails que d'habitude. En tout cas, on va essayer, parce que c'est vrai que des fois, on se dit on va en parler en 2 minutes de ce jeu, puis finalement, ça dure 10 minutes, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. Et on va tenter, tout en vous donnant envie, tout en vous en parlant le mieux possible. J'ai ma petite anti-sèche. J'ai ma petite anti-sèche cette semaine. On va également vous présenter cette semaine le focus sur Tatsu à la fin de cette vidéo. Ça va être très cool. Nous allons... Oui, merci. La fatigue, elle est là. On a fait une petite playlist pour Discover. On vous l'avait dit, quand on avait fait le focus sur Discover, on vous avait dit on va faire une playlist avec tous les gens de la boutique. Donc sachez qu'on est 6 à la boutique, on va chacun mettre des petits morceaux de musique et vous pourrez jouer sur la playlist des cartes. On a mis une semaine parce qu'on est complètement débordé, parce que tournage de la vidéo des 5000 abonnés, montage, n'est-ce pas Alex? Ça fait une bonne semaine et demie qu'on est dessus. Quand je dis on, c'est quand même surtout Alex. On est en train de tourner les vidéos des coups de cœur de fin d'année. Bref, gros programme. On a trouvé le temps de vous faire la petite playlist de Discover. Vous allez la retrouver dans la description, on va être en haut là si vous fouillez. Vous allez la trouver facilement. Que me dit Oh bah c'est bien, j'ai tout dit en un coup. C'est pas mal hein. Donc la vidéo des 5000 abonnés arrive la semaine prochaine. Normalement, oui. On se moque pas trop, mais si. Normalement, ça devrait arriver. On va avoir début novembre, si je dis pas de bêtises, donc les vidéos des coups de cœur. Oui. Une vidéo par membre de la boutique, donc 6 vidéos. Notre coup de cœur de l'année. Donc de l'année, ça compte depuis Noël dernier. En gros, c'est à peu près ça. Ça peut être des jeux qui sont sortis en fin d'année dernière. Bref, vous allez découvrir tout ça. Et on va commencer du coup. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Pierre Papier Magicien, licence Donjons et Dragons. C'est un jeu donc de Josh Capel, Sang-Fun Lim et Jay Cormier. Alors, c'est un jeu d'ambiance. Très clairement, c'est un jeu d'ambiance. Pour 14 ans et plus, pourquoi pas? Franchement, je pense qu'on peut jouer un peu plus tôt. Pour 3 à 6 personnes, on va pouvoir jouer nombreux évidemment, comme tout bon jeu d'ambiance. Et pour des parties d'environ une demi-heure. C'est un jeu qui raconte une petite histoire que je vous raconte tout de suite. Nous sommes des aventuriers de Donjons et Dragons, on est les meilleurs potes du monde. On fait un donjon, on arrive au bout, il y a un dragon, on bat le dragon, on est trop heureux. Il est sous un trésor immense recouvert par son cadavre et il est temps de se départager ce trésor. À part qu'en fait on n'avait pas trop prévu de partager le trésor à la base, on aimait bien le garder pour soi dans l'idée. Donc en fait on va se trahir et on va se battre pour avoir le trésor avant les autres joueurs. Ça se traduit sous la forme d'une piste qui va être sur la table, une petite piste cartonnée, où les joueurs vont avoir leurs petits pions qui vont faire avancer. C'est une course, le premier arrivé au trésor, hein. En gros c'est ça l'idée. Il va y avoir des sortilèges disponibles à chaque manche qui vont varier, qui vont passer, donc il y a une pioche de sortilèges, et puis on va renouveler les sortilèges petit à petit au fur et à mesure de la partie. On va donc avoir une sélection de sortilèges, on est tous un petit peu magiciens, ça tombe bien. Et donc on va faire de la magie pour embêter les autres joueurs, les ralentir, se téléporter, se voler des pièces, etc. etc. Comment ça fonctionne? Eh bien ces sorts, ils sont sous forme de petits symboles à faire avec les mains. J'espère que j'ai pas fait trop de symboles de gang, je suis en train de me mettre toute la pègre new-yorkaise à dos, ça se trouve. Et donc, on observe les sorts disponibles, ok, on choisit, il va y avoir un ordre de résolution, donc on se dit ok, moi celui-ci me permet de me téléporter à tel joueur, mais tel joueur je suis à peu près sûr qu'il va faire ça comme sort, donc ça va me téléporter là, ça va me permettre d'éviter la boule de feu, ok, je vais donc faire ce sort, 3, 2, 1... Et tout le monde va faire son symbole avec sa main simultanément. On va donc les résoudre ensuite dans l'ordre des joueurs et ça va vous faire attaquer, déplacer, repousser d'autres joueurs, etc., etc. Et donc on va enchaîner comme ça les manches jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui arrive à empocher le trésor. Voilà l'idée, hop, c'est Pierre Papier Magicien avec la petite licence Donjons et Dragons qui va bien. Et je passe la main à Alice. Hey, 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 coucou.
Alors, moi je suis là pour un petit jeu d'ambiance qui est Destino Presto. C'est de Buvarp et Svensson et c'est illustré, enfin designé par Denis Hervoué. C'est chez Matago, c'est de 3 à 7 joueurs pour 20 minutes de partie et à partir de 10 ans. Très sincèrement, mais un peu en dessous, ça passe largement. Un jeu d'ambiance de dessin où il va falloir être efficace et rapide. En fait, on va avoir donc c'est compétitif, on va avoir un joueur qui va tourner, qui va piocher une carte avec plein de mots et tous associés à un chiffre. Il va pas la regarder, mais par contre, il va annoncer un chiffre. Je sais pas, on va dire, eux, ils ont dit quoi? Je crois qu'ils ont dit... Ils ont dit 5. Oui, je pense que donc le gars, il a dit 5. Il montre la carte aux autres, donc eux, ils voient qu'est-ce que c'est le 5. Donc ici, c'est taureau. Et on va, du coup, lancer un top, quoi. Et tout le monde va dessiner sur sa petite ardoise le plus vite possible un taureau et le premier à avoir dessiné en tout cas dit stop, en gros dit moi c'est bon, et le deuxième lui, le deuxième plus rapide, va continuer à dessiner jusqu'à ce qu'il pense que lui c'est bon et il va lancer un dé. Il doit lancer un dé et il doit le lancer autant de fois qu'il faut jusqu'à tomber sur une face spécifique. Quand il y arrive, là c'est vraiment stop et tous les autres arrêtent. Donc en gros, le premier va avoir un avantage parce que c'est lui qui va montrer en premier son dessin au maître du jeu. Alors voilà, il faut être rapide mais efficace parce que si vous avez fait un gros caca, le maître du jeu va peut-être pas deviner ce que vous avez fait. Et le deuxième, en gros, c'est lui qui va gérer le reste du temps pour les autres. Donc du coup, premier joueur à avoir fini, il montre son dessin. Le maître du jeu, s'il devine, tant mieux, donc le gars gagne un point et le maître du jeu aussi. S'il devine pas, c'est le deuxième à avoir réussi qui va lui montrer, enfin avoir fini, qui va lui montrer. S'il trouve, pareil, il gagne un point ou pas, et etc. etc. Donc après, comme le montre l'exemple, vous allez avoir... Alors ça, si c'est un taureau, mon gars, moi ça me fait un film d'horreur, on dirait un truc qui dégouline là. Pour une fois, les deux boîtes sont vraiment bien faits parce que le jeu, c'est vraiment ça. Ah oui, oui, oui. Je sais pas si tu te souviens, c'était quoi, l'allumette, je crois qu'on avait eu? Ah oui, l'allumette, c'était efficace. C'était quoi? C'était un âne. On aurait dit un chien, mais un chien mal formé. Oui, alors que celui de Fanny, Fanny, il était trop beau son âne. Souvent, le premier, il se précipite, mais il se mord les doigts après parce qu'il se dit, mais j'aurais jamais dû être premier parce que mon dessin, en fait, il aide plus les autres. Exactement. Vous voyez là, parfait exemple aussi sur la couverture. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un vélo, une moto, des lunettes, des menottes? Des lunettes. Moi, je dirais un vélo, parce que là, tu vois, t'as la tige pour le guidon. Ah ouais. Ouais, je sais pas, on verra. Ça, et juste petit retour en stock qui fait plaisir de 0 à 100. Voilà, le petit jeu de culture G approximatif. Et 2 retours en stock. Et je crois que c'est tout pour moi. Recoucou. On a reçu Aurignac de Loïc Lamy, illustré par Loïc Vairello. C'est un jeu de Loïc. Loïc Lamy, c'est un auteur qui aime beaucoup les jeux dans lesquels on va incarner des rôles. Il y a souvent un côté un petit peu asymétrique, puisque c'est l'auteur de Mafia des Cuba, qui est un jeu d'ambiance absolument formidable, et également de Ladies and Gentlemen, un jeu que Alice, tu apprécies beaucoup, n'est-ce pas? On en a parlé dans la vidéo des 5000 d'ailleurs, justement. C'est vrai que c'est un super jeu. Et bien donc, dans Aurignac, on va retrouver ce côté asymétrique, mais alors vraiment à 100%, et ce côté, on va un petit peu donc endosser des rôles. C'est toujours des jeux qui racontent une histoire. Et donc, eh bien, Aurignac, donc, nous sommes à l'âge de Néandertal, de la préhistoire. Sans mouiller, je vais dire préhistoire. Préhistoire, je pense que je suis pas mal. Ok, à la préhistoire, il y avait donc, par chez nous, les sapiens, les Néandertals, qui se faisaient un petit peu la course à l'époque. Donc les sapiens, c'est plutôt nous, a priori. Et Mère Nature. Il y a un des joueurs qui va endosser le rôle de Mère Nature et qui va donc jouer différemment des autres joueurs. Cette personne va jouer avec des cartes. C'est un jeu de gestion de main, en gros, ce qu'on peut appeler le card driven, vite fait, pour ceux qui aiment les anglicismes, voilà l'idée. Ce joueur, vraiment, son but, c'est d'en mettre mais alors, plein la vue aux autres joueurs, mais comme dans la vraie vie, hein, les Néandertals, les Sapiens, vis-à-vis de Mère Nature, c'était pas facile. On va avoir un plateau où il va se passer plein de choses, plateau notamment Néandertal va en avoir vraiment besoin, puisque le ou les joueurs qui vont jouer Néandertal vont faire de la pose d'ouvrier. Donc le joueur qui joue Néandertal va faire de la pose d'ouvrier, et son but ça va être de construire des tribus, de fonder des tribus. Il faut en fonder 7 si on veut pouvoir rester dans le game. Pas comme dans la vraie vie. Les Néandertals, ils sont pas restés dans le game. Désolé les gars. Et pour terminer, le ou les joueurs qui vont jouer donc les Sapiens, c'est nous, ils ont une mécanique de deck building. On a de la gestion de main, on a du placement d'ouvriers, du deck building. Tout ça va fonctionner un petit peu en osmose et il va y avoir énormément d'interactions entre les joueurs, surtout Mère Nature qui va embêter les autres. Et donc, les Sapiens, eux, ils veulent faire de la peinture.
c'est des artistes, voilà, c'est pour ça que dans les villes il y a des graffitis aujourd'hui, vous posez pas la question, c'est des gens qui sont restés très sapiens dans l'âme. Et donc voilà, le but c'est de faire 3 œuvres pour rester à la postérité et puis devenir les sapiens que l'on connaît aujourd'hui. Donc Néandertal, Sapiens vont quand même avoir un petit peu d'interaction, mais c'est surtout le joueur qui va faire mère nature, qui va en mettre plein la vue aux autres joueurs. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans pour des parties de 1 à 5 joueurs. Alors je ne sais pas du tout ce que vaut le mode solo, très clairement. Je pense que le jeu devient vraiment très intéressant quand on joue à 3 joueurs, puisqu'en fait il va y avoir les 3 rôles. Voilà donc pour Aurignac, et je crois que je vais passer de l'autre côté de la caméra. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Auricalc est arrivé à la boutique de chez les Catch Up Games, c'est distribué par BlackRock, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ on va dire 1 heure, ça va dépendre du nombre de joueurs, c'est un jeu de Bruno Catala et de Johan ou Johan, je ne sais jamais comment on dit, Goupy. C'est illustré par Paul Maffaillon et c'est un jeu que j'ai déjà expliqué dans un focus, je crois que c'est celui de la semaine dernière d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est possible. Non, c'était Wingspan Asie, donc c'était encore la semaine d'avant. Effectivement, il y a 2 semaines déjà. Faut pas me demander là pour les dates, le calendrier c'est le bordel. Ici dans Auricalc, le but du jeu ça va être en fait une course. Hein. Donc en fait ici on va essayer de récupérer des points de victoire, il y a des creux ici pour placer ce genre de petits jetons, entre autres, mais aussi des dieux qu'on a ici. Et en fait dès qu'on a 5 emplacements qui sont pris, on a gagné instantanément la partie. Durant la partie, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a différentes phases. La première phase, la plus importante, ça va être notamment de récupérer ici des cartes. Vous voyez que plus vous allez vers la pioche, plus du coup, ça va avoir un coût en hoplites. Alors, vous verrez, hein, les ressources, c'est extrêmement simple dans ce jeu. C'est soit des hoplites, soit des petites pépites d'Auricalc. Donc, quand vous allez commencer votre tour de jeu, vous allez pouvoir sélectionner une des cartes, ainsi que la tuile qui est associée. Et donc, du coup, quand vous la récupérez, vous allez pouvoir l'agencer sur votre petit plateau personnel, qui est du coup juste ici. Voilà, je te laisse filmer le plateau. C'est ici en fait où on va agencer toutes les tuiles et c'est un intérêt de les agencer. Pourquoi? Parce que déjà si vous voulez récupérer des faveurs de dieu, chaque dieu va avoir un élément, un terrain qui lui est propre et quand il y a 3 tuiles qui sont identiques adjacentes, vous allez pouvoir récupérer le dieu correspondant. Donc par exemple si j'arrive à agencer 3 tuiles d'océan, au moins, et du coup je le récupère. Et en plus il m'octroie une capacité spéciale que je pourrais utiliser durant la partie. Hop. Autre particularité, c'est que quand je fais 4 tuiles, on va dire, de types de terrain différents, ça me permet de construire ce qu'on appelle des temples qu'on va superposer ici. Et ça, en fait, ça me permet justement de poser un temple et du coup, également de concourir à la victoire. Ok. L'autre manière que je disais, du coup, c'était de récupérer des auricalques. Les auricalques, on les récupère en payant 5 pépites que vous avez ici. Alors l'idée c'est qu'en fait les ressources, que ce soit les hoplites ou les pépites d'Auricalc, vous les récupérez avec des bâtiments spéciaux, des bâtiments comme ceci par exemple. Lorsque vous faites une action notamment de recrutement avec la carte que vous avez récupérée, ça vous permet de regarder toutes les casernes que vous avez chez vous et vous allez recruter un hoplite par caserne. Pareil pour les pépites mais quand c'est des minerais. Et on a également ici la possibilité de construire avec une action de construction différents types de bâtiments. Donc vous voyez ici on peut retrouver la caserne. Mais il y a également des bâtiments spéciaux pour le combat, parce que oui, on peut combattre des monstres, et d'autres bâtiments spéciaux qui vous font des capacités spéciales durant la partie. J'ai pas précisé, mais les actions vous les obtenez à travers des cartes, donc on le voit ici, hein, les cartes quand vous les récupérez, vous les gardez en main et vous pouvez les utiliser juste après avoir posé votre tuile. Et des fois, quand vous récupérez des cartes, si vous avez une tuile avec un volcan, c'est qu'il y aura un monstre dessus. C'est là où du coup les bâtiments qui sont liés au combat vont être intéressants, et c'est là où les hoplites vont avoir une double utilité, c'est qu'en plus ils vous permettent de récupérer des cartes, ils vous permettent également d'affronter des monstres. Alors là c'est extrêmement simple, vous avez un monstre ici qui vous demande en fait une valeur à atteindre, et en fait cette valeur là pour l'atteindre vous allez lancer des dés. De base vous en lancez qu'un seul, et vous pouvez payer jusqu'à 3 hoplites pour ajouter un dé par hoplite. Vous lancez les dés, si jamais vous faites un crâne c'est une victoire immédiate, si jamais vous faites que des valeurs, il faut que la somme des dés soit égale ou supérieure à la valeur qui est ici. Dans ce cas là vous aurez vaincu le monstre. Quand vous allez récupérer un monstre, c'est bien. Quand vous en récupérez 2, c'est mieux. Parce qu'en fait, avec 2 hoplites ou 2 petites pépites ou 2 monstres, vous allez pouvoir faire une action supplémentaire en plus de votre action principale. Je crois que j'ai à peu près tout dit là en fait, grossièrement. C'est un jeu extrêmement rapide, c'est très efficace, c'est très facile à prendre en main. Le travail en termes des illustrations, je dirais que l'ergonomie du jeu est vraiment très très bien fichue parce qu'à chaque fois qu'on cherche une info, l'iconographie nous le rappelle immédiatement. Par exemple, combien ça coûte une médaille un Auricalc? Ça coûte 5, c'est marqué juste ici. Comment je peux poser un temple? C'est là, c'est marqué, il faut 4 terrains différents. Voilà. À chaque fois, c'est très très bien fichu, très très bien édité. C'est un jeu qui va très bien marcher, aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4. À 4, il y aura peut-être un peu plus d'interaction, notamment sur le fait qu'on peut se voler les dieux. Voilà. Mais si vous voulez encore plus d'informations avec une bonne explication de règles bien précise, pas comme je l'ai fait là par exemple, vous avez le focus. Donc je vous renvoie sur le focus d'Auricalc que j'avais fait avec Antoine.
Et je crois d'ailleurs que c'est toi qui vas prendre la main. Alors ce cher auteur que tu appelais Johan ou Johannes, moi je tente Johannes, écoute peut-être, on est vraiment désolé d'écorcher vos noms de temps en temps, c'est plus simple quand on vous rencontre dans la vraie vie, mais c'est effectivement, tant qu'on ne voit vos noms que sur les boîtes, malheureusement, il peut nous arriver de mal les prononcer. Bref, oui. Cet auteur est donc très prolifique puisque ça fait donc 2 fois qu'on voit son nom sur des boîtes cette semaine. Cette fois-ci c'est dans Rainforest qui est illustré par Alain Boyer, c'est un jeu pour 2 à 4 personnes à partir de 8 ans, pour des parties de 20 à 40 minutes, ça dépendra un petit peu de vous. C'est un jeu dans lequel on va construire un tableau de cartes, c'est un jeu de pose de tuiles, d'agencement. En gros, on va donc récupérer des petites tuiles comme ceci qu'on va mettre dans une zone en attente sous son plateau. Puis ensuite, on va donc les remplir avec des petits symboles d'animaux pour pouvoir venir au-dessus et faire un carré de 3 sur 3, un petit carré de 9 tuiles. À mon tour, je vais prendre l'une des tuiles du sommet de chacune des piles, c'est des piles qui sont triées par couleur, et je vais prendre un groupe de petits pions avec. Ces pions, ils ont différentes couleurs qui ont été mises au hasard. Il y a 4 couleurs, non il y a 5 couleurs pardon, il y a 4 animaux, donc il y a le singe, le papillon, le perroquet, la petite grenouille. Et donc quand je prends admettons celle-ci, bah, je prends soit tous les pions d'une même couleur, soit je peux prendre tous les pions d'un même animal. Ces pions, je vais pouvoir venir les stocker ici sur mes tuiles. Évidemment, sur les tuiles, il y a aussi des conditions de pose. Vous voyez, ici, par exemple, je suis obligé de mettre une petite rainette ou un petit perroquet. Heureusement, sur mon plateau, j'ai une zone de transition où je peux stocker 2 pions. Bah, s'il y a des pions que je peux mettre nulle part en attendant, malheureusement, c'est dommage, ils vont être perdus. Quand je vais arriver à compléter des tuiles, je vais donc pouvoir les monter. Et donc là, on va pas faire ça n'importe comment. On va essayer de faire des zones de 3 tuiles qui se touchent de la même couleur pour récupérer des bonus. Et on va aussi essayer d'avoir chacune des couleurs de tuiles pour obtenir des jetons bonus également. En début de partie, je vais recevoir sur mon petit plateau un animal totem ici, c'est la rainette. Je suis une grenouille, Alex. Et donc je vais devoir essayer d'attraper plus de grenouilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque grenouille nous fera un point supplémentaire. Donc en gros, on va regarder le nombre de tuiles que vous avez dans votre tableau, parce que dès qu'un joueur en aura fait 9, on va terminer la manche. Et si les autres joueurs n'ont pas terminé leur tableau, tant pis pour eux, ils auront un score un peu inférieur a priori. On va regarder les animaux et on va regarder donc les agencements de couleurs. C'est aussi simple que ça. Croyez-moi que c'est quand même assez mathématique, assez calculatoire, parce qu'évidemment, vous allez réfléchir ce que vous allez prendre. Vous allez donc peut-être révéler un petit peu d'autres tuiles qui pourront intéresser les adversaires, mais surtout ce que vous allez laisser aux autres joueurs en termes de petits jetons. Et donc finalement, c'est ce genre de jeu où les premières parties, on regarde beaucoup son propre plateau, et plus on va jouer, et plus on va réfléchir comment est-ce que je peux embêter les autres joueurs. Évidemment, voilà donc pour le petit Rainforest. Et hop, et on va décaler, on va aller par là-bas. On se la tente en one shot, c'est parti. Nous avons ici Imperial Steam de Alexander Wimmer. Alors Alexander Wimmer, je suis désolé, je n'ai pas pris le temps de me renseigner sur ce qu'a fait ce monsieur. Ici, on est sur un jeu qui a une thématique, mais alors extrêmement précise, puisque il s'agit du développement du réseau ferroviaire en Autriche au milieu du 19e siècle. D'accord? Donc c'est très très précis, mesdames et messieurs. Hop là, et sur une fourchette de 15-20 ans, parce que voilà, en fait ça colle à vraiment quelque chose d'extrêmement historique. Donc il va falloir connecter 2 villes, je ne sais plus lesquelles elles sont, je cherche sur le plateau. Elles sont peut-être imprononçables en plus, non? Parce que tous les noms sont en Autriche. Probablement. Alors je préfère ne rien dire plutôt que vous dire des bêtises, mais on va essayer de connecter 2 villes. En gros, on va essayer de connecter le haut du plateau avec le bas du plateau avant les autres joueurs. Il y a un aspect course, puisque non, on n'est pas du tout en coop, on est vraiment les uns contre les autres, et c'est un jeu qui peut faire très très mal. Donc vous vous dites, ok, on va connecter des villes entre elles, c'est un thème de train. Les aventuriers du rail? Non, pas les aventuriers du rail, parce qu'en fait il y a un vrai système de postes d'ouvriers. Vous allez récolter des ressources que vous allez pouvoir transformer en d'autres ressources que vous allez pouvoir simplement dépenser pour aller payer des tronçons qui nécessitent telle ou telle ressource. Donc on est plus dans un jeu d'une certaine manière un petit peu à l'allemande, hein, très clairement. Il y a du cube en bois, il y en a un maximum du cube en bois là-dedans. On va poser des ouvriers, on va recruter des ouvriers, on va améliorer ses technologies, on va donc améliorer ses trains pour pouvoir porter plus de ressources, parce qu'en fait quand vous allez construire des tronçons, et bien ensuite ça va affréter les ressources que vous avez gagnées pour les emmener dans des lieux bien précis. Donc en fait vous construisez pas seulement parce que ça vous fait progresser vers la victoire, mais vous construisez parce que vous vous dites qu'en construisant vers là je vais pouvoir récupérer telle ressource, qu'en acheminant dans cette direction je vais pouvoir simplement ça me permet de faire un autre tronçon qui me permettra d'acheminer d'autres ressources, et ainsi de suite. C'est un peu le genre de jeu qui peut faire très très mal, dans le sens où si vous avez prévu de faire tel tronçon parce que ça vous permettait de faire ça et que ça fait 2, 3, 4 tours que vous êtes dessus et qu'un autre joueur le fait avant vous, ça peut faire très très mal. Donc c'est le genre de jeu où il faut toujours jouer avec un plan B derrière la tête. Vous dites ok, ça c'est vraiment le coup à faire, c'est le tronçon qu'il faut que je construise.
Mais si je n'y parviens pas, si un autre joueur le fait avant moi parce que je l'ai senti qu'un autre joueur voulait le faire avant moi ou juste parce que pas de bol, je l'ai pas vu venir, il faut que j'ai un moyen de rebondir. Voilà donc pour le petit Imperial Steam, façon de dire le petit, parce qu'on est sur de la grosse boîte. On va continuer sur de la grosse boîte avec Fédération de Dimitri Perrier, Mathieu Verdier, illustré par Miguel Coimbra. Toujours un plaisir de le voir aux illustrations. Bon, alors moi évidemment je me suis fait avoir par le thème complètement, mais alors la mécanique me vend du rêve. Je pense que cette semaine c'est un des jeux qui m'attire le plus. On est sur du gros jeu expert, il précise même Eurogame, ouais, parce que grosse thématique, et en même temps on va quand même poser de l'ouvrier dans l'ensemble, mais vous allez voir, il y a plein de choses à faire, on va pas juste poser de l'ouvrier bêtement. C'est un jeu qui raconte une histoire, là aussi, alors non, ce n'est pas celle de l'Autriche ferroviaire, mais plutôt d'une nation extraterrestre, loin dans une galaxie so far away, qui atteint la technologie qui permet de voyager entre les mondes. Et donc là, elle est contactée par la fédération qui dit, bon ben voilà, nous on a monté une petite fédé avec les copains, ça nous a donné quelques avantages, vous pouvez en bénéficier, mais d'abord il va falloir faire vos preuves. On a donc le plateau de la fédération avec les planètes majoritaires de cette fédération, on va avoir son plateau individuel, qui va nous servir à faire pas mal de choses, mais alors je ne rentre point dans les détails. Et en gros, on va jouer à un certain nombre de manches, et à chacun notre tour, on va aller poser un ouvrier, en gros. Quand je pose mon ouvrier, je vais le poser dans cette zone-là du plateau, vous voyez qu'il y a plein d'emplacements. Quand je pose mon ouvrier, déjà, je vais le poser soit sur des emplacements de planètes. Ça va me permettre de monter sur l'une des planètes ici, d'aller récupérer des choses, mais il y a cette idée de montée, de progression, parce que en fait, les premiers bonus sont moins intéressants, plus on va progresser, plus les bonus vont être intéressants. Il y a même des checks, donc des passages, un petit peu des checkpoints. Quand vous les passez, vous allez récupérer des petites médailles. Des médailles, elles sont de couleurs différentes correspondant aux planètes. Plus vous aurez des médailles de couleurs différentes, plus vous aurez de points en fin de partie. Donc on va essayer de passer ces checkpoints avant les autres joueurs. Bah oui, parce que quand vous arrivez et qu'il n'y a plus de médailles, c'est tant pis pour vous, vous n'aurez pas le bonus. Ces planètes, elles vous permettront de faire différentes choses, comme par exemple récolter des ressources, échanger des ressources contre d'autres ressources. Là, en gros, ces deux planètes-là vont vous permettre d'augmenter les actions que vous pouvez faire, basiquement. Et ces planètes-là vont vous permettre de produire des ressources. À nouveau, sans rentrer dans les détails. Je vous l'ai dit, donc il y a des planètes ici quand on se pose, mais il y a aussi des actions. Alors, ces actions, ça peut être d'aller augmenter ici sur la piste d'accréditation, vous allez voir que ça peut servir. Ça peut être de récupérer le pion au premier joueur, etc. Quand je pose mon jeton, je le pose pas juste pour l'action que ça fait, parce qu'en fait je vais pouvoir le poser dans un sens ou dans l'autre, recto verso. Il y a un côté où j'ai mon personnage côté vote, et bien en fait pour chaque ligne vous allez avoir un vote, et donc si vous avez une valeur plus haute que les adversaires, ça va vous permettre de gagner un bonus correspondant. Pour chaque zone, droite, gauche, on va aussi compter la valeur de chacun des personnages, tout simplement. Parce qu'il y a deux bonus, celui de droite, celui de gauche, qui sont tirés au hasard à chaque manche, ce sont des multiplicateurs. Ces multiplicateurs, si vous les obtenez, eh bien ils vont, enfin c'est pas si vous les obtenez pour tout le monde, quand il est voté, tout le monde va en bénéficier, c'est le principe de la fédération, mais admettons c'est celui-ci, le rose, donc de la planète rose qui est voté, eh bien cette planète rose, plus vous aurez progressé sur cette planète, plus vous aurez de points, parce qu'elle est encore plus multiplicatrice. Voilà l'idée. Donc évidemment vous allez essayer de prendre les multiplicateurs des planètes sur lesquelles vous avez déjà progressé, ou alors vous allez essayer de rattraper votre retard. Dernière chose à savoir, je dis ça mais je sens que je vais vous dire un autre dernier truc après. Il y a également les colonnes à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je pose mon personnage, je vous l'ai dit, je peux le mettre côté sénateur, mais je peux le mettre côté investissement. Côté investissement, ça va également me permettre de monter ici sur mon plateau. Je reviens sur le plateau juste après. Mais ça va permettre aussi de faire monter le projet correspondant aux colonnes. Il y a 6 projets qui correspondent aux planètes. Quand un projet est complet, ça fera encore plus de points selon le classement, l'avancement que vous avez dans cette planète en fin de partie. Attention, il faut que le projet soit en entier. C'est-à-dire qu'un projet qui est à 95% en fin de partie, eh bien, il n'apportera aucun bonus sur cette planète. Et donc, vous allez aussi vous poser en essayant de faire monter les bonus sur les planètes sur lesquelles vous voulez ou sur lesquelles vous êtes avancé. On termine avec le plateau individuel. Je vous ai dit qu'on pouvait faire grimper ici ce niveau qu'on appelle l'accréditation. On va pouvoir aussi débloquer des emplacements ici, parce qu'en fait, quand vous avez posé votre ouvrier, il y a une des ressources du jeu qui est les vaisseaux. Vous pouvez dépenser un vaisseau pour aller sur un des emplacements que vous avez débloqué et qui correspond à votre niveau d'accréditation. Waouh, ça en fait des choses. Fédération, c'est ultra costaud parce que il y a énormément de choses à faire. Et pourtant, à votre tour, vous allez poser un ouvrier parmi l'un des emplacements disponibles. Dans ton explication, ça m'a fait vaguement un peu penser en fait à Medieval Academy. Ah, yes. Il y a une sorte de progression de piste commune à tout le monde, mais celui qui avance le plus dans tel endroit, il y a de ça, effectivement, il y a de ça. À part que là, c'est dans plein d'endroits différents, chaque endroit va vous donner un bonus différent, bref. Vous jouez toujours votre coup avec
une idée derrière la tête, voire 2, voire 3, voire 5 en fait. Et c'est ça qui rend ce jeu magique, à mon avis, voilà, moi la lecture des règles m'a carrément emballé, on n'a pas encore fait de partie, mais je pense que ça fait partie des jeux auxquels il faut que je joue absolument en fin d'année. Est-ce que j'avais autre chose là à vous montrer? Oui, celui-ci. Tout à fait, merci beaucoup monsieur l'assistant. Hop là, il s'agit de la réédition de SOS Titanic par Bruno Catala et Ludovic Maublanc qu'on ne présente plus, illustré par Christian Bach. Alors j'adore la thématique, elle est franchement très cool, elle est très rafraîchissante. J'adore la manière dont il la présente à l'arrière de C'était la voulu boîte. ce jeu de mots? Elle est très rafraîchissante. Non, c'était pas voulu, mais effectivement ça va être très très frais, n'est-ce pas? Ils vous disent rejoignez l'équipage, yes, ça va être génial, conduisez les passagers, passez à l'action, tout va bien se passer, c'est le meilleur paquebot jamais construit. Bon, évidemment, c'est une catastrophe. C'est ça pour les faux jours. Ouais, Enfin, pour parfait. les reflets, Hop là. pardon. Le but du jeu, c'est un jeu coopératif. On va essayer de sauver un maximum de personnes parce que, eh bien, figurez-vous que spoiler, ce Titanic, il va rencontrer un iceberg et ça va très mal se passer. Si vous n'étiez pas au courant, Jack, tout ça, je suis le roi du monde, bref. On a un livret qui nous raconte un petit peu l'histoire. Alors, l'histoire va être très simple, c'est le bateau qui coule. À chaque page que l'on tourne, le bateau va couler de plus en plus. Les ponts avant vont s'enfoncer dans l'eau et il restera au fur et à mesure que les derniers pontons, on va les enlever au fur et à mesure. On va avoir les membres pas les membres de l'équipage, les passagers, merci beaucoup, qui sont mélangés au début. Ces passagers, ils ont différentes valeurs et ils sont répartis en 2 couleurs qui correspondent à leur classe sociale. Il y a les secondes classes, c'est les peaux pauvres, c'est le bas peuple. Ils sentent pas très bon, ok? Et il y a les gens parfumés, il y a les gens qui savent bien s'habiller, il y a les gens qui savent bien parler. Bref, il y a la première classe, tout simplement. Ces gens-là, ils veulent absolument qu'on les sauve. C'est très important, ils veulent la vie sauve, ils ne veulent pas mourir tel un glaçon, tel Jack, alors qu'il y avait de la place sur la porte. Non, ils veulent être sauvés, mais alors attention, ils veulent être sauvés, mais ils veulent pas se mélanger dans les rafios de sauvetage. Surtout pas. Ils préfèrent crever, par contre, qu'être mélangés avec le bas peuple. Et alors le bas peuple, on leur demande pas leur avis, donc tant pis. Ils vont devoir se trier eux-mêmes. Donc on va essayer de trier ces personnes pour les mettre dans les petits canaux de sauvetage qu'il faudra trouver dans la pioche. Voilà en gros l'idée. En gros, à votre tour, l'action ça va être de déplacer des cartes. Il y a un côté réussite, puisqu'en fait il y aura des valeurs croissantes, décroissantes à respecter sur chacune des piles, donc on ne pourra pas faire n'importe quoi, en plus de devoir respecter les 2 couleurs de personnages. On pourra utiliser des personnages donc là d'équipage qui vont vous permettre soit d'aller piocher plus de personnages dans la pioche. Ça va être intéressant parce que des fois vous n'avez pas les valeurs, les couleurs de personnages qui vous intéressent. Vous dites bah là il me faudrait, je sais pas moi, un 14, n'importe quelle couleur, à la limite un 14 ça me débloquerait. Vous allez piocher en espérant d'avoir trouvé un 14. Admettons, un personnage vous donne le droit d'aller piocher 5, bah, vous pouvez décider de ne piocher que 3 ou 4, ou vous décidez d'aller piocher 5 cartes. Pourquoi est-ce que vous décideriez de piocher moins? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez épuiser la pioche à aller chercher ce qui vous intéresse, eh bien, on va tourner une page. Okay. Et c'est ça le danger, parce que eh bien, vous avez besoin d'aller chercher les personnages. En même temps, si vous passez votre temps à fouiller et vous donnez énormément de possibilités, eh bien, le bateau risque de couler d'autant plus vite. Et sinon, eh bien, les personnages ont chacun un petit pouvoir, un petit effet, une petite action qui va vous permettre d'agencer plus facilement les personnages, une fois de plus pour les sauver, parce qu'ils ne veulent pas se mélanger socialement, ces gens-là. Hop, voilà donc cette réédition de SOS Titanic. Et je crois qu'il y avait autre chose. Oui, c'est bon, nous y sommes. Bon. Je fais tout tomber. C'est également Matago qui propose Viticulture World. Hop là, je vous montre la couverture quand même. Donc un jeu de Mi Bircha et Francesco Testini, illustré par Andrew Bosley, pour 1 à 6 personnes, des parties d'environ 1 heure, et on est sur du expert, donc voilà, c'est estampillé 14 ans et plus. Qu'est-ce que Viticulture World? Bah, c'est ni plus ni moins, c'est marqué en gros, que le mode coopératif pour viticulture, tout simplement. Attention, c'est une extension, ça signifie qu'il vous faut le jeu de base Viticulture, et comme d'habitude, comme c'est du Stonemaier, on va retrouver la petite Automa Factory qui va vous permettre de jouer en solo. Automa Factory, quand c'est estampillé ça, bah, c'est les jeux Stonemaier, hein, qui sont souvent, voire quasiment tout le temps, si je dis pas de bêtises. Automa Factory, c'est souvent des modes solo assez solides, assez costauds, qui tiennent vraiment bien la route. Donc voilà, fan de viticulture, ce mode coop, dans lequel bah, simplement vous allez devoir bosser ensemble pour faire agrandir votre domaine et faire en sorte que votre vin soit le plus renommé du monde. Bien sûr. Et je crois que cette fois-ci, je passe la main. Et on continue ce marathon de nouveautés. Là, je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est encore un jeu
avec des dinosaures. J'adore les dinosaures. C'est la boîte de jeu et Pandasaurus Games qui ont fait ce jeu. Donc c'est de Brian Lewis, David McGregor et Marissa Misura, Dinosaur World, qui moi me fait énormément penser en fait à une version, je dirais, améliorée, aboutie en fait de Dinosaur Island. J'ai adoré Dinosaur Island. J'ai adoré aussi le Roll and Write qu'on avait expliqué, le Roll and Write, que j'ai beaucoup aimé, mais justement le défaut que je trouvais de Roll and Write, c'est que sa thématique disparaissait petit à petit. Quand vous regardez votre feuille, vous disiez mais elle reste gris et blanche ma feuille, c'est un peu dommage. Et là, alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez des couleurs de Dinosaur Island, c'était ultra fluo. C'était très 80s, ouais. Très 80s. Moi j'aimais bien, mais alors là, oh là ils m'ont gâté. Hein. Franchement, le matos, il est magnifique. Plateau creusé, j'achète déjà. Ah ça. Ah les plateaux creusés, moi j'achète. Ah je suis 100% d'accord. Vous avez plein de petites tuiles. Le matos c'est vraiment très bien fichu. Ergonomiquement, pardon, c'est très bien fait. On a nos petites voitures, mais ça les petites jeeps de Jurassic Park. Oula pardon, les petites jeeps de Dinosaur World, pardon. Évidemment dans Dinosaur World, on fait pas un parc d'attractions avec des poissons. On fait un parc d'attractions avec des dinosaures. Et ici en fait, ce qui va attirer le plus de la foule, ça va être entre autres des attractions, certes, parce que c'est bien d'avoir des grands 8, ce genre de parc, c'est assez cool. Mais en plus, si vous arrivez à avoir des dinosaures, alors là, c'est la totale. Vous allez pouvoir attirer un maximum de visiteurs. Le seul truc, c'est que les attractions, ça coûte de l'argent. Pour amener de l'argent, il faut avoir des visiteurs. Et ce qui amène le plus de visiteurs et qui ne coûte pas trop d'argent, ça va être justement les dinosaures. Et les dinosaures, pour les créer, il faut avoir des types d'ADN. Vous en avez ici sur votre plateau, vous en avez 6 différents. En général, il y a 3 communs et 3 un peu spécifiques qui sont durs à avoir. Et plus le dinosaure est difficile à faire, plus il va attirer du monde. Mais forcément, entre, on va dire, un brachiosaure qui est quand même une sorte de grosse vache, comme diraient certains, ça attire un peu de monde, mais ouais, la sécurité, elle n'est pas non plus importante. Ça va, le brachiosaure, vous le laissez traîner, il va pas vous manger grand monde. Par contre, un tyrannosaure, ça attire les pépettes. Ah bah ouais. Par contre, niveau sécurité, vous avez intérêt à bien stocker parce que si jamais il se libère, le machin, il risque de faire des dégâts. Et en gros, pour faire simple, hein, le jeu, il va s'en suivre différentes phases qui sont notamment récupérer différents ouvriers. Les ouvriers, en fait, ils sont différentes couleurs. C'est une des particularités de ce jeu que j'adore, c'est qu'en fait, tout est possible avec n'importe quel ouvrier. Mais quand vous faites des actions en plaçant vos ouvriers avec des couleurs qui matchent, vous avez un bonus supplémentaire. Okay. Ça, c'est juste génial parce que du coup, on n'est jamais bloqué. Et les cartes qu'on récupère sont toujours très polyvalentes en termes de choix de meeple. Et en plus de ça, ça va vous forcer. Vous allez prendre le contre-pied en vous disant « Ah, j'ai des petits bonhommes qui sont plutôt liés dans la sécurité, mais j'ai pas envie de faire sécurité maintenant. Mais en même temps, ils sont spécialisés dedans. Donc, est-ce que je le ferai pas maintenant pour après le rentabiliser plus tard ?» Vous avez aussi la possibilité de construire différents enclos. Ça peut être aussi notamment pour accueillir des dinosaures, mais aussi pour les différentes attractions. Et ensuite, votre petite Jeep, vous allez la faire voyager. Alors forcément, pareil, il y aura des actions qui permettront d'améliorer votre Jeep. Et donc, plus vous l'améliorez, plus vous allez pouvoir aller loin. Et ce qui est bien fichu, c'est que votre bateau, en fait, il commence ici. Il va avoir une tuile de base qui est l'accueil des visiteurs et autour duquel vous allez agencer différents enclos et différentes attractions. Et c'est cette Jeep là en fait qui va faire un voyage et qui va générer du fun. Certaines tuiles en fait vont générer beaucoup de fun, mais attention parce qu'il y a une sorte d'ennui qui peut se créer parce qu'en fait si vous allez de nouveau sur des tuiles, au début elles génèrent du fun, puis forcément les gens ils reviennent, ils font mais bah ouais, quand t'as vu 3 Tyrannosaures Rex dans la journée, tu t'en fous un peu. Ouais, ça va. Non, en vrai c'est vrai qu'il y a des attractions qui sont très cool parce qu'elles produisent beaucoup de fun, mais si vous, on va dire, vous allez régulièrement au même endroit, les gens, le fun, ils commencent vraiment à s'ennuyer et du coup vous allez avoir une sorte de gain moins une perte qui va être croissante à chaque fois. Donc il faut à chaque fois se renouveler dans les attractions et dans les dinosaures que vous aurez. Évidemment, les enclos seront limités en place de dinosaures et seront de plus en plus chers en termes d'ADN notamment. Voilà en gros comment fonctionne le jeu. La récupération d'ADN se fait à travers des dés que j'adore parce qu'ils sont toujours un petit peu jaunes transparents, un petit peu comme l'ambre qui récupère chez iGen. Évidemment. Voilà, donc la thématique pour moi est juste oufissime. Le matos, j'en parle même pas en termes d'édition, c'est un bijou. Ouais, bravo, hein, franchement. C'est seulement 70 €. Je vous dis ça parce que moi j'ai vu l'intérieur de la boîte. Pour 70 €. Ok, on se met bien. Top, c'est pas souvent qu'on dit ça, donc top. Ouais, moi je trouve ça très très cool. De toute façon, c'est un jeu avec des dinosaures, c'est forcément très bien. Et donc c'est, je crois, une Fearless Frog, la branche traduction et import de chez la boîte de jeux, qui propose aussi avec Pandasaurus, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est le premier jeu, le premier projet de leur petite sous-branche comme ça, donc bravo à eux pour ce travail. Très très cool, merci pour l'info. Là on enchaîne non pas sur un jeu,
Enfin si, sur un jeu. Meadow, mais là c'est l'extension du jeu. Alors Meadow de base, waouh! c'est comme ceci. Moi je suis fan des illustrations. On en a vendu des boîtes de Meadow. Ah ouais, franchement, je suis fan des illustrations, j'aime beaucoup cet aspect. Il y a vraiment une sorte de. Dans le dessin, du côté aquarelle, fait très nostalgie. Meadow, en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de découvrir un petit peu la faune et la flore qui vous entoure. Vous allez vous balader sur des sentiers, vous allez voir des petites belettes, des papillons. Tu fais comment quand tu te balades? Comme ça. On se balade comme ça. Et en fait, on va découvrir de la faune et de la flore. Tout ça va nous faire des points de victoire. Et en fait, c'est un principe d'agencement de cartes, en fait, en fonction. Si vous arrivez sur un sentier, sur le sentier, je peux mettre des fleurs. La fleur attire le papillon se fait becter par un oiseau, etc., etc. Exactement. À chaque fois, il y a un enchaînement qui est très cohérent. À chaque fois, et très thématique. Là, ici, en fait, au début, on marchait sur le chemin. Maintenant, on va pagayer. Oh. Oui, je sais Tu ne t'aurais rien dit que j'aurais deviné. Ah, je suis très fort à Time's Up. Ici, maintenant, on va pouvoir pagayer justement. Donc, il y a une sorte de nouveau plateau. On le voit ici, il est en transparent. C'est l'ancien plateau que vous aviez dans le jeu de base. Avec le feu de camp. Exactement. Maintenant, on l'ajoute ici, donc il vous aura une plus grande table. Et maintenant, on va avoir la possibilité de se déplacer sur le plateau qui vous donnera des gains. Notamment, ce qui va être très intéressant, ça va être de récupérer des cartes qui ajoutent de nouvelles faunes, de nouvelles fleurs, du coup de nouvelles icônes, de nouveaux agencements, de nouvelles possibilités. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'évidemment, les extensions sont là pour rajouter du matos, de nouvelles mécaniques de jeu. Tout ça pour un peu enrichir votre jeu de base. Mais sachez que le plus important, c'est que l'extension Meadow au fil de l'eau est disponible à la boutique. C'est ça qui est important. Voilà pour Meadow. Sur quoi on va enchaîner? On va se faire peur un petit peu avec Carcassonne, ombre et brouillard. C'est un Carcassonne d'Halloween? Alors oui et non, parce que en fait c'est un Carcassonne qui va thématiquement coller à Halloween, mais qui va marcher mécaniquement avec plein d'autres jeux. Déjà c'est un jeu de base coopératif, donc c'est pour 1 à 5 joueurs. Oh wow. Et en plus de ça, il va y avoir dedans des modules que vous allez pouvoir coupler à votre jeu de base. Donc ça c'est très cool déjà. À la fois extension et jeu de base, c'est ça? Voilà, okay, à la fois extension et jeu de base. Ici vous avez du coup les fantômes, les châteaux et les cimetières. Les cimetières vont vous servir, alors je vais pas trop m'emballer sur les cimetières parce qu'en fait ils sont en lien d'abord avec les fantômes. Les fantômes en fait sont aussi en lien avec les brouillards. En gros, vous allez avoir, donc là vous voyez, les tuiles vont s'agencer exactement de la même manière que Carcassonne, sauf que dans les brouillards, quand on va les agencer, ça va être des nouvelles zones, un peu comme les champs en fait. Dans ces zones-là de brouillard, il va y avoir des fantômes. Ces fantômes-là, on va essayer en fait de les faire fuir parce qu'en fait ensemble on essaye d'atteindre le maximum de points. Vous verrez qu'il y a des tuiles, alors c'est dommage que je ne les ai pas mis là, mais en gros il y a des tuiles d'objectifs qu'on va essayer de réaliser. Et on va avoir en tout, en fait, il y a 3 jours. Il faut qu'on résiste à l'invasion des fantômes pendant 3 jours. Et donc on va essayer de cumuler des points ensemble, en essayant d'agencer au mieux les tuiles. Sauf que du coup, pour se débarrasser des fantômes, vous allez utiliser des nouveaux pions, qui sont des sortes de voyageurs, c'est un peu comme des brigands, que vous utilisez en fait pour faire fuir les fantômes. Et un peu à la manière d'un pandémique, il faut éviter qu'il y ait trop de fantômes sur le plateau, parce que si jamais il y a trop de fantômes, du coup vous perdez la partie, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui va être aussi accessible que le premier, si ce n'est qu'il ajoute, alors là évidemment c'est en pleine thématique d'Halloween, ça ajoute cet aspect-là, mais ça va avoir un aspect beaucoup plus tendu entre les joueurs, parce que maintenant en fait dans la réflexion c'est que dans le premier jeu on utilise une tuile pour s'avantager de nous et bloquer l'autre. Là on essaye d'une pierre deux coups de bloquer les fantômes, mais aussi de ne pas bloquer mes alliés. Donc c'est une nouvelle réflexion pour un Carcassonne. Je trouve ça intéressant parce que je pensais pas que c'était possible de faire un Carcassonne coopératif. Il y a vraiment des fois où on se dit, le Carcassonne, imaginez, je sais pas moi, un Seven Wonders coopératif. C'est bizarre. Non mais c'est bon là. Il y a Antoine Boza qui vient de chez lui, qui vient d'avoir l'étincelle. Tu as prononcé l'idée. Elle est dans l'idéosphère. Antoine Boza. Là il est en train de travailler dessus, c'est fini. Ce serait très bizarre d'ailleurs. Mais c'est une proposition. Donc voilà, c'est cool, une adaptation coopérative de Carcassonne, ombre et brouillard. Je regarde par là parce que j'ai la chute du roi de la montagne. Un jeu pour 1 à 5 joueurs. Ils mettent 30 minutes par joueur. C'est estampillé plutôt expert parce qu'effectivement c'est chez Yellow. C'est un jeu de Adam Dalton. C'est illustré par Faed Al-Rajil. Lille. Elle est bizarre cette police, j'arrive pas à la lire. Et Xavier Cuenca. T'es en train de dire que c'est illisible parce qu'ils ont pris du bleu foncé sur un fond bleu foncé? C'était mauvaise langue. C'est un peu dommage parce que j'aime bien moi à chaque fois voir les auteurs et voir un peu les illustrateurs. Là ils étaient 2 à bosser sur les illustrations. Si ces illustrations d'ailleurs vous disent quelque chose, c'est normal en fait parce que c'est... Alors, c'est pas la suite, ok? C'est un autre jeu dans le même univers que le jeu qui s'appelait L'Antre du Roi de la Montagne. Forcément. Est-ce que tu peux descendre la boîte pour sauver mon dos? Tout à fait. Ah, magnifique. Voilà. Le jeu a fait une chute. Excellent. Mais pas cette blague. Alors, la chute du Roi de la Montagne, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout... C'est dans le même univers que L'Antre du Roi de la Montagne, donc c'est marqué ici, c'est un jeu indépendant. Et ici, on va plutôt retrouver un aspect Tower Defense. Il y a un principe aussi d'agencement de cartes que vous avez ici,
représenter qui en fait, si vous avez déjà joué à Café, ça devrait vous parler parce qu'en fait c'est le même principe d'agencement. C'est une sorte de patchwork qui va se créer d'actions et en fait on va pouvoir utiliser ces actions-là pour entre autres conquérir des territoires et repousser surtout les gnomes qui vous font des points de victoire, mais surtout éviter que les autres joueurs viennent aussi pourrir votre contrôle de zone. Donc ça reste essentiellement du jeu, comme c'est indiqué, hein, du Tower Defense. On tape du gnome, on tape des ennemis, on essaie de garder nos zones intactes, on essaie de s'agencer ici dans ce petit patchwork des actions pour essayer d'optimiser tout ça. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'au final c'est un jeu sur lequel aussi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations. J'ai pas vu encore de parties, mais j'ai essayé de me renseigner le plus possible sur des parties qui ont été lancées parce que mécaniquement ça a l'air assez solide et ça m'a fait penser un petit peu dans ce Tower Defense compétitif à ce jeu chez Atalia qui s'appelle Bad Bones. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah oui, ok. Voilà, un petit jeu aussi Tower Defense compétitif. Mais voilà, si l'antre du roi de la montagne vous avez parlé, vous avez dit ah zut, je connais pas la chute, ça rend direct la même chose. En fait, pas du tout. C'est le même univers, donc tant mieux pour vous. Mais c'est une mécanique complètement différente. Voilà pour la chute du roi de la montagne. Et je crois qu'on va passer de l'autre côté. Et nous continuons donc avec le Ciberdoom Tower, donc dans cette gamme Pixel Series, c'est le numéro 4 de la gamme, et bien je crois que c'est l'avant-dernier si je ne dis pas de bêtises, donc c'est un jeu de M. Saloni and Zemilio. Ok, donc c'est un jeu qu'on peut jouer soit en solo, soit à deux en coop, pour des parties d'environ, allez, un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est assez court. C'est dans la thématique, on peut dire que c'est une sorte de dungeon crawler, à part que bien nous sommes dans une ambiance futuriste. Évidemment, on va retrouver ces looks un petit peu façon 8 bits, 16 bits, façon console de jeux vidéo de la fin des années 80, à l'instar du numéro 2 One Card Dungeon. Alors vous dites quoi, encore un dungeon crawler? Bah oui, mais il se joue mais alors vraiment pas du tout pareil que le One Card Dungeon. Déjà, il n'y a pas cette idée de vue du dessus, déplacement par case, etc. Même s'il y a du déplacement et des actions, vous allez voir. L'idée donc, c'est qu'il y a la fameuse Cyberdoom, qui est tenue par une entité intelligence artificielle qui contrôle le monde. Nous les humains, on n'est pas très bien dans cette histoire et donc on va aller lui péter la tronche en fait, ouais. Cette IA tout simplement. Donc on va pénétrer dans la Cyberdoom Tower, évidemment on va être au premier étage, donc là il n'y a pas tout le matériel, c'est un peu dommage, mais il y a plusieurs étages et en haut il y a l'étage du boss. Mais pour aller à l'étage du boss, il va falloir récupérer les clés dans chacun des étages. Ces clés, elles sont gardées par des mini-boss, donc des robots. Je vais, à mon tour, pouvoir faire un certain nombre d'actions. Ça, c'est des petits dés qui sont devant moi. Alors, pas des dés que je vais jeter, c'est simplement des rappels qui me donnent les différentes actions que je peux faire, de se déplacer, d'attaquer, de me cacher également, ça va être une action. Pourquoi des dés? Parce que je vais pouvoir faire évoluer les phases de ces dés, parce qu'en fait, tout simplement, je vais pouvoir faire évoluer mon personnage grâce à des objets que je vais récupérer, et donc je pourrai faire plus d'actions, des actions plus efficaces. Bref, je vais pouvoir me déplacer d'étage en étage, ça c'est une des actions possibles. Je vais pouvoir donc me déplacer là pour aller récupérer les fameux items des objets. Donc les cartes sont très cool, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemple au dos, mais ce sont des objets donc type armure, pistolet, gros bazooka, avec des dessins façon 16 bits, ils sont vraiment très cool. Le pixel art est franchement super sympa. Je suis fan de pixel art et je peux vous dire que vraiment j'étais très touché par cette DA. On va donc s'équiper pour aller essayer de combattre les boss qui vont progresser. Attention, si donc, comme je vous l'ai dit, le boss va aller jusqu'à la clé, tant pis pour vous, vous n'aurez pas la clé, c'est perdu. Pour combattre les boss, on va pas jeter du dé façon Set a Watch ou façon One Card Dungeon, ça va être un peu différent. En fait, il y a une mécanique de pose de dés selon certains critères. Les boss ont des critères de base, donc là il faut faire par exemple un 3, un 4 et un 6, mais en progressant, ils vont récupérer de nouveaux critères, donc ils vont devenir de plus en plus compliqués à battre. Donc finalement, en temporisant pour vous équiper, vous laissez un petit peu les boss devenir de plus en plus puissants, mais en même temps il faut bien que vous vous équipiez, donc il va falloir trouver un petit peu ce juste milieu. C'est une mécanique de pose de dés, ça peut vous faire penser à du roleplayer, ça peut vous faire penser à du Sagrada, et donc voilà, il faudra combattre les boss, récupérer les clés, et aller combattre l'IA, et il va falloir survivre, parce qu'à nouveau c'est une mécanique de pause, et franchement l'IA va être pas du tout facile à battre. Voilà donc pour le petit Cyberdoom Tower, j'adore la couverture, là aussi c'est un magnifique pixel art. On passe par ici, en face, du côté des jeux à deux, c'est par ici qu'on met nos nouveautés jeux à deux. Lofoten de Sébastien Dujardin, illustré par Weberson Santiago, qui est sorti récemment, il était sur Russian Roulette. D'accord. Donc en ce moment il est présent aussi le monsieur. Moi le Lofoten, je ne l'avais pas vu à Cannes, j'avais pas pu le voir, je crois que dans l'équipe il y avait d'autres personnes qui l'avaient vu. Nous on l'avait vu à Vichy surtout. Ok, vous l'avez vu à Vichy. Oui. Voilà, moi n'étant pas allé à Vichy, je l'avais pas vu et en fait c'était un petit peu une découverte, il est arrivé comme ça et j'ai lu les règles et je me suis dit mais waouh, j'ai failli passer à côté. Franchement c'est hyper original, c'est le genre de jeu où je serais incapable de vous le comparer à
un quelconque autre jeu. C'est vraiment super original. Donc un jeu à deux, évidemment, un jeu de duel, dans lequel on va aller charger donc des cartes de mission comme ceci dans nos dracars, puisque donc les Lofoten, ce sont des archipels d'îles en Norvège, et donc à l'époque, bah, c'était le haut lieu des Vikings. On va donc charger les dracars en mission. Donc ici, je dois charger l'une des ressources qui est l'hydromel. Je vais faire tourner, déplacer, tourner comme je le souhaite, vous allez voir qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, pour aller essayer de me mettre en face des ressources, pour les récupérer, et lorsque j'aurai refait un tour, eh bien je pourrai à chaque fois décharger les ressources si elles sont bien disponibles. Voilà l'idée. Alors évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment, hop là, on va faire un petit reset, et je vais vous montrer comment ça se passe. Nous avons déjà les ressources, alors je vous les présente. On a les moutons, ouais, pas mal, on a l'or, pas mal, le poisson séché, un peu mieux, et l'hydromel, voilà, ça c'est intéressant l'hydromel. C'est donc ces ressources qu'on va essayer de récupérer. Nous avons 3 cartes en main. Ces cartes, je peux les tenir un petit peu comme je veux dans ma main, à part que j'ai pas le droit de changer d'ordre. Il y a forcément la carte de droite, il y a forcément la carte de gauche, il y a forcément la carte centrale. À mon tour, je vais jouer une carte. Si je joue une carte sur les côtés, donc admettons je joue une carte à droite, eh bien je vais donc avoir un déplacement vers la droite. Un déplacement vers la droite, ça veut dire quoi? Je peux faire ceci. Mais ça veut aussi dire que je peux faire, admettons si je reviens à ma place, une rotation dans le sens horaire. Si j'avais joué la carte à gauche, la carte de gauche de ma main, j'aurais pu faire donc une rotation anti-horaire ou déplacer mon ensemble de dracars, ma flotte, vers la gauche. Donc il y a une espèce de mécanisme comme ça de rouage et ça va correspondre à la valeur indiquée ici. Donc admettons ma carte à droite c'était celle-ci de valeur 3, pardon. Ça me donnerait le droit de faire 1, 2, 3, bon bah là malheureusement ça tombe pas en face, mais je peux dépenser des pièces par exemple pour faire des actions supplémentaires, et peut-être que je pourrais aller hop là faire une rotation supplémentaire en dépensant combien c'est une pièce, bah voilà c'est magnifique, hop là. Et je vais pouvoir charger ceci, ça. C'est pas je vais pouvoir, c'est je vais devoir. Les chargements et déchargements se font automatiquement. On va toujours charger par en dessus ici, et on va toujours décharger par en bas forcément, donc là c'est la maison en gros. Mais, ce qui est très malin dans ce jeu, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui sont très malines, c'est que l'une des actions, je vous l'ai dit, ça peut être donc de jouer une carte à gauche ou à droite, ou alors je peux jouer ma carte centrale, hop là on va dire que c'est celle-ci ma carte centrale. Depuis le début je vous dis que j'ai pas le droit de les bouger, je fais que les bouger, mais vous avez compris l'idée. Ma carte centrale, si je la joue, elle va venir donc ici. Et c'est comme ça qu'on crée les commandes en fait. Hop là. Donc là ici je vais devoir forcément charger de l'hydromel. Mais en plus de ça, je vous l'ai dit, il y a 4 ressources existantes. Et bien quand je vais jouer la carte centrale, elle va faire un effet. Et donc comme effet, l'hydromel, il va faire défausser des tuiles sur le plateau central. Et ça va être hyper intéressant parce qu'en fait, vous voyez les commandes de votre adversaire sur son plateau qui est à l'opposé de ce plateau. Et donc vous pouvez anticiper ce dont il a besoin et le virer tant qu'à faire. Vous allez avoir le poisson qui va vous offrir des rotations supplémentaires. Vous allez avoir le trésor qui va vous offrir des petites pièces. Ça paraît logique. Et vous allez avoir, hop là, c'est lequel qui reste, c'est les moutons, c'est des déplacements latéraux. La puissance, la force de chacun des effets va dépendre du nombre d'éléments de ce type que vous avez déjà récupéré. Je m'explique. Quand vous allez récupérer des éléments, admettons, on va dire que j'ai récupéré des petits moutons, vous allez pouvoir les placer sur l'un des stocks ici. Il y a 4 stocks. Ils sont communs d'une certaine manière aux 2 joueurs. C'est simplement qu'on va mettre nos ressources de part et d'autre. Si un premier joueur, admettons moi, va mettre un mouton dans ce stock là, et bien désormais on ne pourra plus mettre que des moutons. Mon adversaire pourra mettre que des moutons ici, et moi je ne pourrai plus que mettre des moutons ici de ce côté là. Et bien quand je vais jouer une carte mouton, elle aura un effet qui va être augmenté. Alors quand vous avez qu'un seul mouton, c'est un effet de puissance 1. Quand vous avez rien, c'est puissance 1 aussi. Par contre, hop là, ça devient de puissance 2, et après puissance 3, et ainsi de suite. Et ça va être vraiment très intéressant. Et donc la répartition des différents éléments dans les stocks va être important. En plus de ça, les stocks vont être des multiplicateurs de points qui, vous le voyez, vont de manière exponentielle. À chaque tour, une fois qu'on a récupéré des ressources, on va aller les récupérer comme ceci, et puis on va remplir à nouveau, et quand ça c'est vidé, c'est la fin de la partie. Voilà en gros, je suis parti un petit peu dans tous les sens Lofoten, mais en vrai, c'est hyper simple. Vous avez 3 cartes en main, à votre tour vous en jouez une. Si c'est celle de droite ou de gauche, vous allez faire des rotations ou déplacements. Si c'est celle du milieu, ça crée une nouvelle commande, et ça fait un effet. Voilà l'idée en gros. C'est le jeu de base, mais oui, mais ce jeu, il est venu avec des petits modules, des petites améliorations, des petites extensions. Donc par exemple, vous allez avoir de nouveaux stocks ici, qui ont des phases différentes, un peu plus complexes. Vous allez pouvoir tirer des personnages comme ceci qui sont des Jarls. Donc vous êtes un Jarl, mais en gros vous allez faire des alliances avec d'autres Jarls. Sous certaines conditions, vous allez pouvoir les récupérer. Ça c'est assez intéressant. Il y en a plusieurs, là j'en ai sorti 2 pour la démo, mais il y a du matériel supplémentaire. Bref, il y a encore d'autres petites choses dans le jeu qu'on peut implémenter pour le rendre un peu plus complexe. Et ce que j'adore, c'est que ce genre de jeu où il y a énormément de possibilités, mais tout est récapitulé sur cette petite carte. Voilà donc pour Lofoten. Je crois que Alice,
tu as quelque chose à montrer. Oui, mais d'abord, je dois récupérer, ça fait du bruit, le micro de monsieur. Voilà. Alors moi je suis là pour celui-ci, le Unmatch, le volume 2, bien que je ne comprenne pas pourquoi ils appellent ça le volume 2, sachant que, comment dire, là il y a le volume 1, Ouais. il y a lui. Ah, Cobble and Fog. On a eu un débat aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas marqué volume 2? C'est pas le volume 2, c'est Cobble and Fog. Voilà, non mais du coup j'ai pas compris, donc pour moi ça c'est le volume 3, bon bref on s'en fiche. Débat clos, j'ai raison comme toujours. Toujours ce jeu d'escarmouche de 2 à 4 joueurs avec 4 personnages connus, on va dire, de plusieurs mythologies. Donc ici on a Sun Wong, le roi des singes, on a Yenenga qui est une princesse guerrière du ce qu'on appelle aujourd'hui je crois le Burkina Faso. Je te fais totalement confiance là-dessus. Achille, bien évidemment, le héros grec, et Bloody Mary, qu'il ne faut pas appeler 3 fois, c'est ça, je crois? Je crois que c'est ça. Je crois c'est un que c'est 3 miroir. fois. Voilà, parce que c'est pour ça qu'elle sort du miroir. Stylé. Donc du coup, c'est un jeu d'escarmouche par Rob Davio, hop, qui amène son propre plateau comme toujours. Chaque héros a son deck avec ses propres mécaniques. Là, ce qui va vraiment changer, en plus que, comme d'hab, c'est du coup 4 nouveaux styles de jeu, puisque 4 nouveaux héros, c'est que dans cette extension-là, parce que c'est un standalone et une extension, vous allez avoir chaque héros a des cartes bonus qui lui permettent d'attaquer 2 fois dans un même tour, ce que normalement on ne peut pas faire. Non. Donc c'est bien vénère celle-là, elle est bien vénère. Donc je le répète, c'est un standalone, vous pouvez jouer rien qu'avec cette boîte ou vous pouvez mixer avec les boîtes autres, genre le volume 1 et le non-volume 2 Cobble and Fog, et mélanger les héros. Voilà. C'est tout? C'est moi qui enchaîne. C'est Ah ouais. parti. Bon, on te récupère juste après. D'accord, à toutes. Pars pas avec le micro. Et donc du coup, moi je joue Sun Wukong. C'est obligé, je joue Sun Wukong. C'est obligé. Cool. On a reçu les nouveaux exits et ce sont des exits de Halloween également. On a donc le labyrinthe maudit qui est un niveau débutant, ainsi que le cimetière des ombres qui est un niveau confirmé. Donc bon Exit, je vais pas non plus vous réexpliquer tout ce que c'est Exit. On est sur de l'escape game jetable, puisque vous allez devoir plier, déchirer parfois des cartes, agencer des cartes entre elles, et du coup c'est du matériel destructible, mais c'est là où il va y avoir l'intérêt du jeu finalement, parce que avec les cartes il y a toujours des surprises incroyables. Alors il n'y a pas que des cartes, il y a souvent des cadrans, du matériel, des petits jetons, enfin il y a plein de choses, ça dépend des boîtes. Ici le labyrinthe maudit, alors vous avez trouvé le labyrinthe maudit et vous avez dit trop cool, on va y aller, et puis une fois qu'on rentre dedans, on est enfermé dedans, et il faut sortir, quelle surprise. Voilà, donc ça c'est le labyrinthe maudit. Et le cimetière des ombres, alors vous avez reçu un étrange courrier qui vous dit viens, on va se retrouver au cimetière des ombres, et vous avez dit super. Top, ça tombe bien, j'avais rien prévu aujourd'hui. Et c'est le cimetière des ombres. Voilà pour cette thématique Halloween. Hop, on décale juste par ici. On a cette gamme de qui est donc, comment dire, vulgairement, on peut dire que c'est une sorte de Cluedo-like, mais en fait c'est un peu plus que ça. Moi je trouve que la formule est 1000 fois plus efficace que le Cluedo. Je ne veux pas dénigrer le Cluedo, c'est un jeu qui a quand même fait ses preuves. On y a tous joué des masses de parties, moi le premier quand j'étais enfant. Mais The Key, ça renouvelle vraiment bien la formule, donc il y a différentes boîtes avec des difficultés un petit peu variables. Et donc, il y a déjà 3 boîtes jusqu'ici, on en a reçu 2 nouvelles. On a donc Évasion à la prison Strongwall, et à gauche, Casse en série au Royal Casino. Alors moi je vais vous montrer avec Casse en série au Royal Casino parce que je trouve que le nom et la thématique sont trop cool. On voit ici que c'est un niveau intermédiaire, médium, et là à nouveau, sans rentrer dans les détails, on a tous un petit paravent, on va pouvoir faire des petites coches, et bien parce que vous allez recevoir des informations, vous allez vous dire ok, telle information est possible, celle-ci n'est pas possible, et donc par élimination ça signifie que ça c'est possible ou c'est pas possible. Bref, c'est un jeu de déduction, hein. Je suis simplement en train de vous expliquer la déduction. Au centre de la table, on va avoir tout un tas de cartes que vous allez récupérer et qui vous disent voilà, tel personnage, tel suspect n'a jamais été vu en compagnie de tel personnage. Cet objet a été trouvé après tel objet. Cette pièce n'a jamais été visitée par tel personnage. Chaque élément, et là des éléments, il y en a plein, vous donne un indice, tout simplement. Et donc chacun notre tour, on va cumuler des indices. Quand vous pensez que vous avez la bonne solution, et bien des crimes, parce que chaque boîte raconte son petit lot d'histoire. Il y a un petit côté un peu narratif sympa avec donc des petits scénarios. Ça se joue en scénario, les boîtes. C'est des scénarios qui sont rejouables. Moi je vous conseille de ne pas les rejouer dans la foulée, parce que autant varier les plaisirs, et surtout parce que vous pourriez retomber sur les mêmes éléments, alors que si vous n'y jouez pas pendant 3 semaines, 1 mois, alors c'est bon, ça fait oublier le petit élément que vous aviez déjà vu, et ça se renouvelle quand même, c'est pas toujours les mêmes criminels, c'est pas toujours les mêmes histoires, et donc vous pouvez à votre tour dire, voilà, moi je tente que c'est telle théorie, on va voir si on la valide. Plus vous allez valider tôt,
Donc avec le moins d'indices possible, plus ça fera de points. Voilà en gros hein, comment ça fonctionne. Et en fait les autres joueurs vont pouvoir continuer sans vous. Ils auront plus d'indices, mais par contre peut-être qu'eux ils vont pas se tromper. Donc il y a ce côté un petit peu prise de risque dans The Key. Voilà, si. Il y a par ici. Je pensais que j'allais passer la main, mais pas encore. Nous avons reçu, je vais faire un petit peu de place. On a un paquet de jeux enfants en ce moment. Alors évidemment c'est Noël. Hein. Évidemment c'est Noël. On trouve pas de place. La sélection enfants de ce Noël. C'est une tuerie. Les jeux qui arrivent encore, là vous allez voir, mais vraiment je trouve qu'il y a des jeux enfants qui sont géniaux cette année. Tous les ans il y a des trucs très cool, mais alors cette année, bah déjà rien que ça. Donc la petite sélection là-bas, mon premier calendrier de l'Avent à jouer pour les 2 ans et plus. C'est ni plus ni moins qu'un calendrier de l'Avent où quand on va ouvrir les petites cases, dedans il y aura des petits éléments de jeu, des petites histoires, des petites activités, des petites comptines, des petits personnages en bois, les petits dés. Oh, mais ça a l'air trop bien, autant vous dire que moi j'ai déjà acheté le mien, alors le mien pas pour moi, encore que pourquoi pas, je suis tenté. Mais en vrai, j'aimerais être là chaque jour quand ça va être ouvert parce que ça a l'air trop génial. Et puis une fois qu'on a tout le matériel, bah, ça fait plein de petits jeux ou un gros jeu complet. C'est vraiment un super truc. Hop là, on a reçu Où se cache Lazy. Lazy, c'est donc ce petit paresseux qu'on va cacher dans la maison. Donc il peut s'accrocher un peu n'importe où, hein, c'est un paresseux, sur les poignées de porte, sur le sac à dos qui pend à l'entrée, etc. On va le cacher. Et donc il faut le trouver. Donc un mélange de chercher, trouver, et avec des petits jeux de manipulation, d'adresse, de motricité, etc. Et il y a cette petite gamme Logi Games qui est arrivée. Alors, on a reçu 2-3 boîtes, je vous les montre pas toutes, mais je vous montre Où se cache Vanda parce que j'ai adoré. C'est dommage qu'on puisse pas vous montrer le matériel là. On vous le montrera peut-être à l'occasion, j'en sais rien, on verra. Mais en gros, dans la boîte, il y a une maison comme ceci. Dans la maison, on va avoir différentes pièces forcément. Il y a un gros bazar dans ces pièces, il y a des éléments dessinés partout, donc je sais pas, des éléments de cuisine, une fourchette, des ballons de basket, des poupées, enfin des sèche-cheveux, tout ce qu'on peut trouver dans une maison, mais alors en gros bazar. Et on va vous dire où se trouve Vanda, donc en gros il faudra disposer le personnage Vanda, hop là c'est elle ou lui, on va dire elle, au bon endroit. Et on vous dit, Vanda n'est pas à côté du personnage vert, n'est pas à côté du personnage violet qui lui se trouve dans la zone où il y a le fauteuil en moumoute, on dirait. Vanda se trouve à côté d'une zone où, par exemple, il y a le petit ballon de basket. Il va falloir chercher les éléments, donc il y a de la déduction, un petit peu comme dans les Smart Games en fait, hein, quelque part. Mais en plus de ça, il y a de l'observation, il y a du chercher-trouver. Trop cool. Hop là, et cette fois-ci, Alice, je te donne la main. As-tu un micro? Oui, toujours, j'ai gardé le mien. Recoucou, j'attends comme un piqué depuis tout à l'heure. C'est mon tour, c'est bon, c'est mon tour. Et ben là, je vais vous présenter Gummyland que on nous a présenté à Vichy. On était grave enjaillés avec Alex. Donc merci à notre commercial Thibaut. Coucou Thibaut. Coucou Thibaut. Donc Gummyland c'est quoi? Eh bien c'est un peu le deck building pour les tout petits, hein, ouais. C'est le premier deck building que vous pouvez faire avec vos neveux, vos enfants, vos je sais pas quoi, les jeunes quoi. C'est à partir de 6 ans, vous voyez, c'est pour les tout petits. À partir de 2 et jusqu'à 4 joueurs pour 20 minutes de partie environ. En gros on va aller dans le monde des gummies, voilà, ces petits trucs comme ça. C'est des bonbons en gros qui se nourrissent de fruits. Et en gros vous allez les appâter, donc ces gummies sauvages qui se baladent dans le joli monde, voilà. Et vous allez les appâter avec vos petits fruits pour en avoir le plus possible à la fin de la partie. Donc en gros vous allez avoir un marché où vous allez avoir des gummies face sauvages qui, vous voyez, vont vous demander un certain nombre de fruits. Et donc ça fait 4 paquets que vous allez séparer en parts égales. Et vous allez chacun avoir votre petite boîte à gummies. Voilà, la Gummy Box, donc à votre couleur. Donc là, c'est un exemple de la Gummy Box rose. Et dedans, on a tous un même set de petits jetons de gummies qu'on se glisse dedans. Et après, on a tous notre petite plume pour les chatouiller. C'est trop mignon. Donc, chacun notre tour, on va sortir en chatouillant le dessous. Là, il y a une petite tranche. Et bien, vous appuyez 2 fois et en fait, à chaque fois, ça va vous faire sortir un de vos jetons. C'est super malin. Hein. Vous poussez, hop, ploup, ça sort. Super satisfaisant. Et avec les 2 gummies, les 2 jetons que vous avez, et bien peut-être que vous allez pouvoir acheter des gummies sauvages qui sont au milieu. Donc là, avec les fruits qui sortent, est-ce que parmi le marché présent, il y a des gummies qui ont envie de pommes et de citron? Si oui, je prends ce gummies, je le tourne face dompté, voilà, parce que là il est sauvage, là il est dompté, donc du coup il va vous rapporter des fruits pour plus tard, vous voyez, c'est pas les mêmes.
Hop, et vous le glissez sur le dessus. Là, il y a une fente aussi au-dessus. Et donc, du coup, ça va vous créer votre deck de gummies, finalement, qui viendront vous permettre d'acheter des nouveaux gummies. Ou alors, vous décidez de ne rien acheter, soit parce que ça vous intéresse pas, soit parce que vous n'avez pas les fruits demandés. Et là, du coup, vous gardez vos gummies que vous venez de sortir pour le prochain tour. Et donc, des fois, vous pouvez en avoir plusieurs de sorties devant vous. Vous les accumulez jusqu'à ce que vous puissiez acheter des fois des gummies super chers, mais parce que ils vont être multicolores et donc, du coup, ils ont multi-goût. Ils peuvent, quand vous les retournez de l'autre côté, c'est un joker, il vous permettra d'acheter avec n'importe quel fruit. Donc voilà, ça va être, c'est à peu près tout. Hein. Vous allez après avoir dedans des petites boîtes que vous pourrez ouvrir au fur et à mesure de vos parties si vous remplissez des conditions. Donc c'est un peu évolutif aussi et qui vous permettront de découvrir des nouveaux gummies avec leurs propres capacités, etc. Donc ça fait un peu un petit twist sympa et c'est évolutif. Mais moi je trouve que même pour des adultes c'est grave cool. Et puis le fait de titiller là, les petits gummies, c'est super satisfaisant. On précise aussi qu'il n'y a rien à dépuncher. Tu sais, tu ouvres la boîte et c'est déjà rangé. Oui, bah ça, moi je suis triste parce que j'aime beaucoup dépuncher, mais bon, voilà. C'est très cool. Voilà. Et donc les puzzles challenge, tu peux descendre ici. Voilà. Loki se met à une nouvelle gamme, c'est des puzzles challenge, il y a 40 défis dedans, c'est pour 6 ans et c'est joueur solo. Bon après c'est comme tout casse-tête, hein, on peut se mettre à plusieurs cerveaux pour résoudre les enquêtes. Donc voilà, vous allez avoir des mises en place et après il va falloir compléter avec des pièces de puzzle. Donc là c'est un thème de pompier pour souvent créer des routes pour que le camion de pompier puisse rejoindre telle destination ou pas en fonction des défis proposés. Voilà. C'est simple, mais oui. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le meilleur catalogue qui puisse exister au monde, parce que vous voyez qu'il a une forme de Loki, de petit corgi, et dedans, donc, c'est le catalogue de Loki avec des petits mini-jeux dedans. Et ça, c'est vraiment super mignon, trop cool. Moi, je le veux. Alors ça, vous voyez, je vais faire le petit jeu quand Antoine va être devant la caméra. Moi, je vais faire le petit jeu, ok? Allez, bisous. Ok, hop là, petit lazy. Regardez-moi cette petite peluche, est-ce que c'est pas absolument adorable? Et donc il reste un jeu enfant cette semaine. Celui-là, alors moi, depuis Cannes, je l'attends aussi. Donc c'est la légende des 3 pièces. C'est un jeu coopératif pour 2 à 5 personnes à partir de 6 ans. Ils disent jusqu'à 10 ans, mais que nenni. Jusqu'à il n'y a pas d'âge en fait. Et donc pour des parties d'environ 20 minutes, on y a joué tout à l'heure. On a passé vraiment un agréable moment. Souvent on se fait un petit jeu d'ambiance ou un petit jeu enfant juste avant de tourner, surtout quand il y a des gros tournages comme ceci, qu'on n'a pas 3 heures pour jouer, ça rafraîchit, ça met de bonne humeur. Et donc la légende des 3 pièces, c'est un jeu dans lequel on va raconter une histoire. Donc en début de partie, on va tirer 4 cartes de personnages, d'animaux, enfin tout ce qu'on pense être des personnages. Hein. Ça pourrait être le tapis si on pense que c'est un tapis magique, tout comme dans Aladdin par exemple. On va discuter entre nous pour en choisir un. Donc nous tout à l'heure, on avait choisi un coq. Oui, on va lui raconter une petite histoire de départ et vous allez avoir des cartes face cachée et à la fin une carte dévoilée, c'est sa destinée. Et donc son heureuse destinée, nous il y avait un pirate. Donc on a décidé que c'était l'histoire de Michael Lecoq qui veut devenir perroquet de pirate. C'est son rêve parce qu'il a entendu parler que ça existait et quand même ça lui vendait du rêve. Donc il est parti en aventure et donc on a commencé notre histoire comme ceci. À chaque étape on va faire avancer le coq, on va... D'abord, alors, on a lancé la petite histoire, hein, et on dit il va devenir pirate, et c'est alors que, hop là, on fait avancer, on va tirer donc sur l'étape les 3 cartes qu'il y a au hasard, on ne les connaît pas, on va se retrouver donc avec des cartes d'objets, de personnages, ça peut être des situations, enfin c'est des objets et des personnages dans l'ensemble. Moi, si c'est moi qui avais raconté l'histoire, le début de l'histoire, là c'était le cas, je vais me dire dans ma tête, ok, la suite de l'histoire logique, par exemple, ça pourrait être que il rencontre un magicien qui pourra peut-être, pourquoi pas, l'aider dans sa quête. Je vais donc, admettons, mettre ici les petites pages, le livre, sous le magicien, face cachée, parce que je pense que la bonne réponse. Il y a une réponse où je me dis non, ils peuvent vraiment pas choisir ça, admettons c'est le tapis, je suis d'accord avec par exemple le choix qui est ici, je lui mets les 2 gouttes dessous. 2 gouttes d'encre. Et puis la dernière solution, je me dis cette solution c'est pas la bonne, mais c'est pas la pire non plus, elle aura le 1 goutte. Donc là on a inversé hein, dans mon histoire. Les autres joueurs, ils vont donc discuter entre eux, se dire quelle pourrait être la suite de l'histoire. C'est vrai que Antoine dans ses histoires, c'est un peu comme Perceval, il y a toujours un vieux qui arrive un peu mystérieux, c'est obligé qu'il ait mis un magicien, allez, on va retourner, clac. Effectivement, j'avais mis le petit livre sous le magicien, c'est parfait. Parce que si vous aviez retourné un autre des pions, donc les 2 pions d'encre, eh bien on aurait perdu autant d'encre ici, dans notre petit encrier. Et quand il arrive à 0, on a perdu tous ensemble. Donc il va falloir un petit peu se mettre dans la tête des autres joueurs, et puis on va essayer de
de voir vers quoi on veut emmener cette histoire. Quoi qu'il en soit, on va donc enchaîner. Donc admettons, après c'était à Alex. Alex va dire bon ben moi en fait je trouve que c'est plus sympa si Michael Lecoq il va plutôt prendre le tapis magique. Et donc on va enchaîner avec le tapis magique et on va toujours lancer un petit dé qui va mettre un élément, donc soit un chiffre, un objet, une couleur, et on va mettre ça dans notre histoire. Et donc on va progresser comme ceci. Il faut aller au bout sans perdre toute notre encre. L'histoire en soi, elle n'est pas là pour nous faire gagner ou perdre, mais il va y avoir le plaisir de raconter des histoires. Et qu'est-ce que c'est bon de se raconter des histoires. Ça peut être un jeu de dodo pour les tout petits, et ça peut être voilà, un jeu entre potes pour se raconter des histoires, parce que c'est toujours génial. Est-ce qu'on a fini le rayon enfant, Alex? Oui. C'est super, on va passer derrière le comptoir. J'espère que nous n'avons rien oublié. Vous avez vu, il y avait beaucoup de choses dans cette vidéo. On a dit au début qu'on ne rentrerait pas dans les détails des jeux et qu'on passerait peut-être rapidement sur des jeux. En fait, on a vraiment du mal à le faire. Vous voyez, hein, des fois, on fait 5-6 minutes sur un jeu, bah, simplement parce que il y a une grosse proposition de jeu, il y a énormément de sorties, même des fois trop de sorties, hein, on se pose la question. Nous-mêmes, on fait un choix. C'est-à-dire que là, tous les jeux que vous avez vus, ce n'est pas tous les jeux qui sont sortis en France cette année, parce que bah, nous, notre boutique n'est pas agrandissable à l'infini et qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout proposer. On n'a pas forcément envie de tout vous proposer non plus. On fait une petite sélection. Alors, des fois, on se trompe, on se dit, oh, bah, ce jeu-là, on ne sait pas si ça va intéresser les gens. Puis finalement, si, parce que c'est aussi très subjectif. Bref. Et puis, bah, des fois, il y a des jeux sur lesquels on passe un peu trop vite, parce que la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure 2 heures. Je pense notamment à Lofoten où il y a encore plein de choses à dire. Lofoten, surveillez-le, hein, si vraiment vous aimez le jeu à 2, surveillez-le parce que c'est très cool. Je vous ai pas dit qu'on pouvait dépenser les pièces pour jouer des tours, qu'on pouvait améliorer ses dracars, bref. Et l'extension de Meadow, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, mais bref. Cette vidéo avance et donc on va faire le derrière le comptoir. Derrière le comptoir, il y a un petit peu de JDR cette semaine. Je vous avais déjà montré, ceci la semaine dernière, donc des petits dés officiels de Donjons et Dragons qui sont vraiment cool, ils ont vraiment la classe. Et bien ils ont récidivé donc avec ceci, et ceci, et bien ils ont pour particularité, vous le voyez, d'avoir d'énormes D20 lisibles de l'autre bout de la table. Des énormes D20 bien lisibles, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout quand on est MJ, parce que ça, on va pas se mentir, c'est souvent le MJ qui va s'acheter la grosse boîte comme ceci, il y a un sentiment de puissance, hop. On a également, alors ça c'est un retour en stock, on en avait déjà proposé mais je vous le montre parce qu'ils sont trop géniaux, ce sont des dés patounes de chat. Je vous laisse le temps parce que c'est quand même une information assez cruciale, des dés patounes de chat. Voilà, normalement vous ruez dessus pour les acheter, hein. Moi je me suis rué dessus, hop là. Sortie de la semaine, c'est Brancalonia. Brancalonia, c'est c'est marqué sur la boîte, le jeu de rôle de fantasy spaghetti, c'est de l'heroic fantasy spaghetti. Donc en fait ça se passe dans un univers qui est inspiré des mythes et légendes folkloriques italiens, évidemment plutôt médiévaux. Et je vous montre les illustrations, évidemment, c'est 5E, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est compatible avec la 5e édition de quoi? De Donjons et Dragons. Je ne vous montre pas des pages noires, ce serait dommage. On va retrouver plein de choses dans ce bouquin. On va trouver un bestiaire qui est bien sûr inspiré des mythes et folklore italiens. On va retrouver de nouvelles classes de Donjons et Dragons. Alors c'est des sortes de sous-classes en fait, hein. C'est-à-dire que désormais le barbare peut devenir aussi, je sais plus, je vais le trouver facilement. Il est juste là, hop là. Barbare peut devenir païen. Si vous jouiez le barde, vous pouvez devenir l'arlequin. Regardez-moi cet arlequin, il est beaucoup trop génial. Il y a beaucoup d'humour, c'est très second degré. Il y a vraiment un côté un petit peu fun dans ce bouquin. L'ensorceleur peut devenir supersticien, le guerrier peut devenir spadassin et ainsi de suite. Donc de nouvelles classes, des aventures, tout un setup, hein, tout un background d'univers, des nouveaux objets, de nouvelles mécaniques. Voilà donc pour ce petit setup. Il y a d'autres livres à venir. Ça va être une gamme Brancalonia, donc c'est pas juste un livre tout seul. Il va y avoir toute une gamme. Si vous avez envie de changer du Donjons et Dragons classique et en même temps vous êtes attaché à Donjons et Dragons, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté de Brancalonia parce qu'il y a plein de choses à venir et je pense qu'à la boutique on aura hop là, un bon petit package à vous proposer. Que se passe-t-il? On arrive à la fin. Ouais. Il n'y a même pas un petit Yu-Gi-Oh! Non. Ça me fait bizarre. Ok, on arrive à la fin. Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter? Il y a Tatsu en fin de vidéo. Il y a Tatsu, donc c'est parti pour le focus sur Tatsu. Coucou! Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter Tatsu de Wolfgang Werner, magnifiquement illustré par Maxime Hersault chez Matago. Ouais, magnifiquement illustré et édité, hein, voilà, les intérieurs de boîte, tout est doré, voilà. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Donc voilà, Tatsu Japanese Spirit, qui veut dire l'esprit japonais. Ah, merci, je suis bilingue, je sais, ça peut être un petit peu impressionnant. Ah, on a trop de talent dans cette équipe. Bon, c'est très beau, mais c'est pas que très beau. Oui, c'est un jeu de pli, mes chers amis. Oh, on va me dire, encore un jeu de pli. Eh oui, mais tellement bien, il a des twists de malade. Il se joue de 2.
Oui, à 2. Donc déjà, c'est un jeu de pli qui se joue à 2, déjà, c'est notable. Oui, il y en a de plus en plus, mais il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Il se joue à partir de 2 et jusqu'à 4, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Voilà, de toute façon, on a joué à 4, c'est le maximum. Voici la carte qui vous permettra de faire une mise en place pour 4 personnes. À 4 personnes, vous jouerez en équipe. À 3, vous jouerez avec un monsieur fantôme, donc c'est chacun pour soi. Voilà, il y aura un ordinateur. D'accord, donc c'est pour faire des parties d'Halloween. Ouais, c'est ça. Très bien. Ensuite, à 2, bah, c'est un face-à-face. Donc voilà, j'ai fait toutes les configs. Hein. 4, Exact. 3, 2. Nickel, il n'y a pas de solo. Bon, voilà, on peut pas tout avoir. De toute façon, un jeu de pli solo, c'est encore à faire, je crois. Bah, je vais y réfléchir. Voilà. Alex, faut qu'on y réfléchisse. Donc, là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, ce machin-là. Parce que c'est spécifique, alors que quand on est à 4 joueurs, faut juste se mettre en face de son coéquipier. Voilà, autour de la table. Bien plus simple. On va avoir plusieurs valeurs et 2 couleurs dans le jeu. Donc déjà, on a 2 couleurs, on va avoir les noirs rouges et les blancs jaunes. Donc chaque équipe ou chaque joueur, on va partir sur le 4 joueurs. Et après, je parlerai des 2 joueurs, sinon on va s'embrouiller. Oui. Donc, pour 4 joueurs, le but c'est de faire le plus de points de victoire possible de sa couleur. Donc nous, on va imaginer qu'on est le rouge-noir. Et on va jouer avec des petits esprits. Donc les valeurs vont de 0 à 6. Voilà. Donc comme un jeu de pli, on va jouer une carte. Et une fois que tout le monde a joué une carte, eh bien on verra qui a la valeur la plus haute. C'est cette personne-là, et donc cette équipe, qui remporte le pli. Et les points de victoire associés. Les points de victoire, c'est pas les valeurs qui sont ici. C'est les valeurs qui sont ici, là, les petits zirgouflex zigouigoui. Tu peux le montrer en... Oui, montrons les zirgouflex zigouigoui. Voilà. Voilà, donc ça c'est les zirgouflex zigouigoui. Si vous remarquez, ceux qui ont des grandes valeurs, donc les 5 par exemple, rapportent peu de points de victoire. Forcément. Alors, ceux qui ont des petites valeurs, genre le 1, qui est plus dur, c'est plus dur de gagner un pli avec Bien une sûr. valeur si basse, vont rapporter plus de points. Ça rapporte entre 4 et 8 points, je crois, en tout cas beaucoup. Des points ou des multiplicateurs. Ou des multiplicateurs, vous Hé hé. voyez, les derniers types de cartes qui existent, c'est les multiplicateurs, donc il y en a pour les 2 couleurs. Hein. Les multiplicateurs donc rapportent 0 pendant le pli, mais c'est eux qui vous permettront d'avoir des points de victoire à la fin. Si à la fin vous n'avez pas de multiplicateur de votre couleur dans les plis que vous avez gagnés, Je te pique un multiplicateur. vas-y, eh bien vous aurez certes des points, mais multipliés par 0, donc pas de points. Le petit twist, déjà, à ce niveau-là, c'est que à la fin de partie, pour comptabiliser vos points, vous aurez besoin d'avoir gagné au moins un multiplicateur de votre couleur. Mhm. Mais vous allez multiplier tous les points que vous aurez gagnés pendant toute la partie, donc les rouges et les jaunes. Mais que si vous avez un multiplicateur de votre couleur minimum. Vous pouvez en avoir plusieurs, c'est encore mieux, ça se cumule. Voilà. Donc du coup, le jeu, ça va être aussi de ne pas laisser les multiplicateurs à l'équipe adverse. Hein, comme ça, vous, ça va vous servir à rien, les multiplicateurs des adversaires, mais eux, au moins, ils les auront pas. Qu'est-ce qu'on est méchant. Donc du coup, un tour à 4, eh bien on va distribuer toutes les cartes à chacun. Normalement, on en a 7, oui, 7. Chacun, on les distribue toutes. Et ensuite, eh bien, à votre tour, vous avez le choix soit de jouer une de vos cartes de votre couleur devant vous, ou de demander à un autre joueur, que ce soit des adversaires ou votre coéquipier, de jouer une couleur à vous. Et ça, c'est un sacré twist. Voilà, ça c'est là où il y a vraiment le sel du jeu, c'est que du coup bah, vous en remettez à l'adversaire pour qu'il choisisse la carte à jouer. Il y a un côté mémoire si vous êtes un hard gamer de pli, de dire ok alors là il y a déjà le 4 ça qui se est peut. sorti de la couleur donc c'est sûr il pourra pas jouer le 4 etc. etc. On peut jouer très technique, très statisticien, effectivement. Voilà, ou alors vous pouvez le jouer à la Antoine, c'est qu'il a des cartes toutes nulles dans sa main et il a envie de voir ce que les autres ils sont pour lui. J'avais pas de chance avec la pioche. Oui, en fait des fois bah, ça peut être les autres joueurs, les adversaires qui ont les bonnes cartes de notre Et couleur. c'est ça, on va aller les chercher là où elles sont. Voilà, donc enfin, on les là fait où cracher. on pense qu'elles sont en tout cas. Donc on espère. Donc du coup, ah oui, et il y a ces cartes là que j'ai oublié, oh là là, quel mauvais travail je fais. Il y a des cartes fusion, esprit fusion, qui sont comme ça, il y en a pour chaque couleur. C'est des cartes, quand vous les jouez, vous mettez en pause le pli. Et en gros, personne ne le gagne, ce sera à la prochaine manche, et bien l'équipe qui gagne ce pli remporte les 2 plis, celui d'avant et celui en cours. Voilà. Donc ça c'est cool, c'est un petit bonus, comme vous voyez, il rapporte rien du tout, ni en points de victoire, ni en valeur.
Voilà, donc on va dire que moi j'ai joué, je suis de l'équipe rouge, j'ai joué 5, hop, à côté lui il va dire vas-y joue-moi une carte, ok je te joue une carte, haha, elle est toute pourrie, tu ne gagneras pas ce pli, et ok bon bah moi je joue Antoine, tu es un tellement bon coéquipier, regarde, on va faire des multiplicateurs, ah oui, et bien du coup celui qui va jouer de l'autre équipe, on va dire qu'il a tout calculé, il va faire je suis machiavélique, et donc qui gagne ici? Antoine, question piège. Bah, apparemment, c'est pas les rouges, quoi. Ouais, apparemment, c'est pas les rouges. Donc, du coup, ça va être les jaunes qui vont remporter tout le pli. Donc, du coup. C'est dommage parce que ce multiplicateur x3 était quand même pas mal. Et ils sont en un seul exemplaire, les multiplicateurs. Adieu, multiplicateurs. Très peu de cartes, donc on peut vraiment facilement estimer où sont telle ou telle carte. Exactement. Ça va être vraiment une grosse partie de l'intérêt du jeu. Plus toutes les petites cartes spéciales qu'on a vues, les multiplicateurs, les fusions. Ouais. Ça, il a vraiment une saveur bien à lui. Exactement. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce que plus personne n'ait de cartes. Donc on ne repioche pas entre chaque manche. De toute façon, on peut pas repiocher puisqu'on a distribué toutes les cartes en début de partie. On va continuer comme ça. Dès qu'on a fini de jouer toutes nos cartes, donc normalement c'est 4 manches, on va comptabiliser les points. Donc en affichant les multiplicateurs de notre couleur qu'on a gagné, plus tous les points qu'on va multiplier. Et si on a atteint 500 points, une des deux équipes a atteint 500 points, c'est fin de la partie, l'équipe a gagné, etc., etc. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez dire on s'arrête à 100 points. Oui, comme petit jeu de cartes, c'est ajustable. 500 points, c'est le standard. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est vraiment ce twist de faire jouer les autres à sa place. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de la partie à 2. Parce que à 2, c'est oufissime. Comme vous voyez, vous avez une mise en place assez particulière. Que j'ai tout gâché. Hop, je l'avais faite un peu au hasard, en vrai. Très bien. On va se distribuer toutes les cartes. Donc toutes les cartes, ça veut dire 14. 2 x 7, ça fait 14. Tout à fait. Voilà, ça fait 14 cartes. Vous allez les regarder, vos cartes. Donc comme vous voyez, hein, comme une autre partie, on va avoir des jaunes, des rouges, on a tout. Vous les regardez et vous allez en placer 7 faces cachées et les 7 autres faces visibles par-dessus. Donc chacun fait ça de son côté. Hop. Et là, à votre tour, soit vous jouez pour le pli une des cartes face visible de chez vous de votre couleur, ou alors vous demandez à votre adversaire de jouer une des cartes de votre couleur visible pour vous. C'est très malin. Voilà, donc du coup, vous avez encore plus la vision sur ce qu'il y a, et là, à 2, ça commence à être vraiment du contrôle. Parce que vraiment, vous voyez ce qui reste. Bon, il y a quand même cette carte que vous connaissez pas, mais vous pouvez voir qu'il a le 2 rouge, enfin bon, là, du coup, c'est moi qui l'ai, mais voilà, il y a beaucoup plus de contrôle qu'à 4. Ou même qu'à 3. Et évidemment, quand vous jouez une carte, hop, celle d'en dessous devient jouable. Voilà, donc en plus, des fois, vous n'avez pas envie de faire jouer une carte parce qu'en dessous, vous allez en débloquer une autre pour votre adversaire. Si vous comptez bien les cartes, peut-être que vous savez que c'est le 6, j'en sais rien, voilà, des choses comme ça, si vous êtes des hard gamers, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous voyez, même sans compter, moi j'adore ce jeu, donc tout le monde peut y trouver son compte. Hein. C'est une super adaptation à 2 joueurs, effectivement, avec toujours cette idée d'avoir les informations partielles et que les informations se dévoilent au fur et à mesure de la partie, et toujours de l'incertitude et des choses qui vont être calculables. C'est ce qui va faire l'intérêt de la plupart des jeux de cartes, et là ça marche super bien. Voilà, voilà. Du coup, le dernier petit twist marrant quand on a des trolls, ce qui était notre cas, hein, à la partie, c'est que quand vous jouez la fusion à la dernière manche, eh bien, vous savez, normalement la fusion ça met en pause et c'est le prochain pli qui est remis en jeu. Et bien là, comme il n'y a pas de prochain pli, eh bien personne ne gagnera ce dernier pli. Comme ça peut être stratégique ou juste du troll. Ou je crois que c'était du troll, hein. Me faites pas croire que c'était stratégique. On essayait des choses, on fonctionne de manière empirique. Mais voilà, c'était Tatsu à 3. En gros, vous allez avoir un fantôme qui a ces cartes-là et chacun notre tour, on va être en équipe avec ce fantôme-là. Voilà, et il va tourner. Voilà, eh bien, on espère que ça vous plaît, autant qu'à nous, parce que tout petit dans cette gamme, super bien édité et aussi accessible, et avec ce twist original, c'est twist original, il y en a originaux, il y en a plusieurs, hein. Eh bien, on espère que Tatsu aura beaucoup de succès auprès de vous, comme il en a auprès de nous. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.